Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Trends etc. C'est aujourd'hui le déjà 8e numéro. Chaque mois, Trends etc. vous propose un tour d'horizon des tendances qui font ou vont faire l'actu. Nouvelles marques, nouveaux produits, nouvelles tendances de consommation et de distribution ou encore adresses confidentielles à partager. Trends etc. anticipe, détecte, décrypte les tendances en matière de mode, de beauté, de maison et d'environnement ou encore de détente et de gastronomie. Je vous présente mes invités qui vont m'accompagner tout au long de cette émission. Tout d'abord, Alain Kergoat. Bonjour Alain. Bonjour Mélanie. Bonjour, vous êtes directeur général Smart Community Division, c'est ça pour Toshiba System France. Voilà, tout à fait. Vous êtes en charge donc de cette division Smart Community. De quels produits vous occupez-vous particulièrement ? Alors, en effet, le vocable Smart Community est un vocable un petit peu nouveau. Oui. Ça regroupe du Smart Home, donc les objets connectés dans la maison, bien sûr, au Smart Building et jusqu'à la Smart City. D'accord. Donc c'est justement pour ça que vous êtes là aujourd'hui, puisque le dossier du mois est consacré aux objets connectés. Donc vous allez nous faire part de votre expertise. Et puis j'ai un deuxième invité. Bonjour Olivier Glasberg. Vous êtes fondateur d'un nouveau site internet, un nouveau site de voyage plutôt novateur qui s'appelle sur lequel on peut aller, qui s'appelle voyageaufur-et-à-mesure.com. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Mélanie. Bonjour. Alors vous avez décidé d'approcher le voyage d'une façon plutôt particulière, puisque c'est plutôt l'émotion qui prime plus que finalement la destination, c'est ça ? Oui, complètement. Effectivement, c'est l'émotion qui prime. On a décidé de prendre vraiment en considération les moments de vie de nos clients et les raisons pour lesquelles ils sont amenés à voyager. Et à partir de là, on a développé tout un concept nouveau. Alors on va en parler plus largement en fin d'émission. Sans plus tarder, on va démarrer par le sommaire. Alors, station météo, bracelet, drone, thermostat, on ne parle que d'eux dans la presse. Leur point commun, être connecté à votre smartphone ou votre tablette. Véritable phénomène, les objets connectés commencent à toucher tous les secteurs. Alors, gadget tendance ou véritable progrès technologique, on va en parler justement donc avec Alain dans notre dossier du mois consacré aux objets connectés. Dans la rubrique WhatsApp, rubrique dédiée à l'actualité marketing des marques, nous ferons la part belle au Brésil. On ne pouvait pas s'empêcher de parler aujourd'hui du Brésil avec le démarrage de la Coupe du Monde. Nous verrons comment justement les marques rusent de subterfuges marketing pour s'approprier de près ou de loin cet événement sportif mondial. La rubrique coulisses nous emmènera dans le quartier bucolique de l'île de la Jatte à Neuilly-sur-Seine. Vous y découvrirez ou peut-être redécouvrirez un restaurant qui a repris forme, qui s'appelle Les Pieds dans l'eau et que l'on est allé filmer cette semaine. Et enfin, donc, nous terminerons notre émission avec la rubrique Audace et avec Olivier pour justement étudier avec lui cette nouvelle approche étonnante du voyage et donc le site internet voyageaufur-et-à-mesure.com. Alors vous voyez, une actualité plutôt riche, variée pour cette dernière émission avant la pause estivale. Alors on inspire, on souffle et c'est parti pour 60 minutes de bouffée d'air frais. À tout de suite. On démarre donc notre émission avec notre dossier du mois consacré aux objets connectés. Alors, on a décidé vraiment d'aborder cette tendance parce que c'est un véritable phénomène aujourd'hui. On disait en intro, on ne parle que d'eux dans la presse, à la télé. Donc, ça touche la santé, la maison, voire même les voitures. Les objets sont partout et commencent à toucher donc un bon nombre de secteurs. Alors, on va se poser la question de savoir si ce sont des objets, des gadgets un peu tendance ou si derrière il y a un véritable progrès technologique. Alors on va poser toutes ces questions à Alain Kergoat, qui est donc directeur général de la fameuse division Smart Community chez Toshiba. Alors
Alain, on parle effectivement beaucoup de ces objets connectés, alors surtout quand il y a des grands événements, des grandes messes comme le MEDPI ou encore là qui vient de fermer ses portes, ou alors le CES à Las Vegas. Mais nous, en tant que particuliers, en tant que consommateurs, on a un peu l'impression que c'est pas pour tout de suite. Est-ce que du coup ça va arriver rapidement ou Si, c'est déjà là. Hein. C'est effectivement le CES cette année a marqué cette tendance assez fortement. Et la Team France a brillé au CES. Il y avait énormément de startups françaises qui ont proposé des objets connectés pour personnel essentiellement ou pour la maison. Donc ils arrivent, ces objets, ils sont disponibles, ils commencent à être distribués dans les circuits de distribution grand public. Mais je dirais, au-delà de ce côté immergé de l'iceberg, ce qu'on voit, c'est le bout de l'iceberg qui sort de l'océan. Il y a toute la partie enfouie, le fameux M2M, ou l'Industrial Internet of Things. Donc, ce sont les objets qui vont être enfouis, qui vont amener à enrichir les infrastructures de la ville, qui vont être enfouis dans votre voiture, dans des endroits où on ne les voit pas, mais qui font leurs offices et qui transforment justement notre quotidien, notre façon d'interagir avec notre environnement, donc soit dans la ville, soit dans nos déplacements. Et ça, c'est un phénomène qui a démarré il y a un bout de temps. Évidemment, c'est moins médiatique, on en parle moins. C'est ça, on en a pas du tout conscience. Voilà, il existe et c'est un phénomène en plein développement. L'Industrial Internet of Things, il y a un consortium qui a été constitué cette année. Il y a déjà 54 membres. Toshiba en fait partie, bien sûr. Et donc, c'est un pouvoir de transformation aussi fort sur nos vies au quotidien que les objets personnels qui sont beaucoup plus visibles, dont on va amplement parler lors de notre émission aujourd'hui. Vous, Olivier, vous avez déjà acheté un objet connecté. Est-ce que vous pensez déjà avoir acheté un objet connecté ? Oui. Ouais. J'ai déjà acheté, j'ai acheté plusieurs objets connectés, moi ou ma famille ou mes amis, oui. Alors, vous faites partie du faible pourcentage des Français, parce que finalement, peu de Français ont encore acheté des objets connectés. Il y a une étude Xerfi qui est sortie l'année dernière et qui exprime la valeur du marché en fait, des objets connectés qui n'a pas dépassé les 1% des dépenses high-tech des Français. Donc c'est pour ça que je parlais de marché encore de niche et qu'on avait l'impression que c'était vraiment pas pour demain. Parce que là, vous parlez des objets connectés, du multimédia, qui sont nouveaux, qui viennent juste. Bracelets, voilà, ça vient d'arriver. Donc ça, etc. c'est logique. Il faut savoir que pour qu'une technologie se diffuse, il faut en général une dizaine d'années. Parfois plus, mais enfin, les cycles d'évolution des technologies, ces derniers cycles, c'est 5, 10, 15 ans. Donc là, on est, je dirais, l'année 1 des objets connectés. Donc c'est normal, ça pèse encore peu dans le chiffre d'affaires des enseignes et du coup des dépenses. Mais c'est promis à un bel avenir, parce qu'on voit, c'est en train de se multiplier dans tous les domaines. Pas uniquement dans le domaine personnel, mais dans le domaine de la maison, dans le domaine de la santé, bientôt dans le domaine du textile, de l'habillement, dans le domaine des loisirs, dans le domaine du transport. Donc des objets connectés, on en a déjà acheté, on le sait pas. C'est pour ça que je demandais nos voitures, à Olivier, elles sont connectées. Est-ce que vous avez conscience du fait que vous avez déjà acheté un objet connecté? Parce que je pense ma voiture, on n'en a pas forcément conscience. Ma voiture, elle est connectée. Et pourquoi alors ces objets connectés sont arrivés d'abord dans le secteur de la maison et de la santé? On a ces bracelets, on va en parler un petit peu plus tard avec les différents acteurs du marché, mais... Je pense qu'ils vont se diffuser un peu dans tous les domaines. Alors la maison, c'est un lieu naturel pour la diffusion de ces objets connectés, puisque la maison, il y a plein de choses à contrôler finalement, que ce soit la température, que ce soit la consommation d'énergie, que ce soit la détection de présence, que ce soit l'éclairage, que ce soit aussi les ouvrants. Ce sont des choses qui naturellement, avec l'arrivée de technologies simples à mettre en œuvre, pas trop chères, ouvertes, vont offrir une plateforme de développement pour la maison. Alors, effectivement, nous sommes encore sur un marché de niche promis à un bel avenir. Alors, ce que l'on sait peut-être moins, mais vous l'évoquiez au travers donc, du CES, c'est que nous, Français, nous sommes assez champions dans cet univers-là. Parrot a été le premier à lancer sur ce marché un drone télécommandé à distance avec un smartphone. Alors justement, je vous propose de découvrir en images ce petit jouet.
Alors on parlait tout à l'heure d'objets connectés dans l'univers de la santé ou aussi celui de la maison. C'est les créneaux pour lesquels Netatmo a opté. Donc malgré son nom, c'est une entreprise, une start-up française qui commence à avoir une jolie notoriété dans cet univers. Alors voilà, je vous propose de découvrir là aussi en images une partie de leur offre. Alors c'est un bracelet qui s'appelle June et qui permet d'apprécier l'intensité du soleil sur la peau. On regarde. Donc là, on a vu cette offre donc, autour d'un bracelet, donc du coup un objet connecté plutôt dédié à l'univers de la santé, mais Netatmo aussi propose des objets. Alors la station météo qui est peut-être le produit chez eux le plus connu, ou encore ce thermostat avec lequel donc on peut interagir à distance avec son smartphone ou sa tablette. On regarde. Alors dans les startups qui se lancent aussi sur ce créneau, on aurait pu aussi citer Withings, Nest qui a été racheté par Google en début d'année, mais aussi des grands groupes, Toshiba, on va en parler plus longuement, mais aussi Samsung, Apple, alors qui vient d'annoncer la semaine dernière qu'il souhaitait reprendre la main sur l'Internet des objets avec le développement de nouvelles applications mobiles comme HealthKit qui permet de retrouver donc dans un seul endroit toutes les données collectées par ces objets connectés dédiés à la santé et au bien-être, mais on pourrait aussi citer Nike ou bien d'autres. Alors pour vous, Alain, quels pourraient être les prochains acteurs de ce nouveau marché ? Ben, je dirais tout le monde. Ouais. L'Internet des objets n'est pas réservé aux princes de l'Internet. Bien sûr, ils vont y jouer une part, mais on voit, vous l'avez cité, il y a de nombreuses nouvelles startups qui arrivent sur ce marché. Et puis il y a aussi les industriels, les vieux industriels qui commencent à intégrer les objets connectés dans leurs propres produits. Terraillon semble s'intéresser à cet univers. Oui, mais au-delà de ça, donc je reviens à mon Internet des objets industriels, sur toutes les infrastructures, dans les véhicules, dans la maison. Enfin voilà. Donc c'est quelque chose qui va bénéficier à l'ensemble des acteurs et des opérateurs de services également. Donc ça va avoir une diffusion extrêmement large. Je pense que pour moi, c'est la quatrième révolution technologique qu'on connaît dans ces 30 dernières années. La première, c'est l'avènement de l'ère du PC qui a apporté cette capacité de traitement de l'information au début des années 80. 10 ans plus tard, c'était l'avènement de l'Internet qui a ouvert ce PC au monde extérieur, l'a enrichi de l'ensemble de ses possibilités d'information, d'échange, de communication. 10 ans après, c'est l'Internet mobile qui a désenclavé l'Internet et l'a rendu accessible par
partout où qu'on soit. Et aujourd'hui, l'Internet des objets, c'est rendre tout ça accessible à l'ensemble du monde qui nous environne, à travers effectivement ces médiateurs que sont les objets, mais pas que les objets visibles qu'on porte sur soi, les objets qui sont intégrés dans d'autres objets qu'on utilise. Voilà. Alors pour revenir à la maison, qui est quand même mon sujet chez Toshiba, le domaine du chauffage, c'est un domaine effectivement qui est tout à fait pertinent à analyser, qui est malheureusement assez compliqué. Donc le thermostat intelligent, c'est quelque chose absolument utile et essentiel, mais ça ne résout pas l'ensemble du problème du chauffage, en particulier en France, où les systèmes de chauffage sont beaucoup plus complexes qu'ils ne le sont aux États-Unis. L'avantage de NES aux États-Unis, c'est qu'il y a une certaine uniformité du parc de chauffage américain, ce qui n'est pas le cas en France. En France, il y a un mix de chauffage résidentiel entre les chaudières à gaz, à fioul, etc., où un thermostat va être tout à fait utile, mais aussi du chauffage électrique, où là, le thermostat va servir strictement à rien. Et puis, si on veut être un peu plus sophistiqué, il va falloir aussi offrir les possibilités de faire du multizone, de pouvoir régler son confort en fonction des différentes zones de vie, car on n'a pas besoin d'avoir la même température de consigne dans une chambre à coucher que dans un salon, en fonction de ses moments de vie. C'est la solution, ça tombe bien, l'actualité qu'on vient d'annoncer hier soir. Donc, Plugzy, le chauffage intelligent. Donc, voilà. Montrez-nous un petit peu ça. Les deux objets en question. Voilà. On a une petite vidéo aussi justement pour expliquer ce que fait Plugzy qu'on va. Donc c'est une unité centrale qui permet de connecter un ensemble d'objets de sa maison, notamment le thermostat intelligent, mais pas que, des prises intelligentes, des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'ouverture, enfin des valves thermostatiques pour régler ses radiateurs, etc., etc. Donc on est en train de construire une plateforme transversale et où on va pouvoir lier les scénarios les uns avec les autres. On va regarder quelques images de la vidéo pour justement expliquer Plugzy. Sur l'énergie consommée dans la maison. Pour suivre sa consommation d'énergie, rien de plus simple. Papa branche le cœur de Plugzy à notre connexion Internet. Puis, il suffit simplement de brancher la pulse à notre compteur électrique et le tour est joué. Grâce à la plateforme Plugzy, papa et maman ont un rapport de suivi de leur consommation globale sur leur télé connectée, Internet et smartphone. Par jour, semaine, mois et année, en euros, kilowattheures et CO2, avec des alertes en cas de dépassement. L'interface leur permet de visualiser de manière claire l'évolution de leur consommation et leur propose aussi de relever des challenges à mettre en œuvre pour réaliser des économies d'énergie, comme dans un jeu vidéo. Papa et maman peuvent aussi mesurer la performance énergétique de n'importe quel appareil grâce à la Smart Plug. Une prise intelligente permettant d'évaluer et d'adapter l'utilisation d'un appareil énergivore pour ainsi réaliser des économies. Grâce à l'interface Plugzy, papa peut prendre le contrôle. Voilà. Là, on a vu ce qu'était Plugzy jusqu'à avant-hier, c'est-à-dire sa dimension, qui est toujours aujourd'hui, bien sûr, toute la dimension d'efficacité énergétique, de consommation, de connexion au compteur électrique. Et ce qu'on en a rajouté comme fonction hier soir, c'est donc tout cet aspect chauffage intelligent, mais multi-technologie. Et tout ça dans une interface unifiée qui permet de programmer son confort en fonction de ses moments de vie et puis après d'oublier, et le système va apprendre de manière automatique et intelligente et réajuster les paramètres. Il y a même des fonctions avec votre mobile où vous pouvez déclarer un radius autour de votre maison et dès qu'il détecte que vous sortez, que vous rentrez, il va agir sur les composants du chauffage par exemple. Donc des systèmes extrêmement malins. Donc c'est juste au travers de ce boîtier en fait. Donc là c'est Plugzy et là ça, c'est le thermostat. Je ne vous ai pas ramené tous mes boîtiers, mais on a des valves thermostatiques, on a plein de différents objets, parce que je le dis, je le répète, le chauffage, c'est un sujet compliqué. C'est pas qu'un thermostat. Alors c'est une activité chez Toshiba qui est finalement, je pense, peu connue du grand public. Depuis quand Toshiba s'intéresse C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Donc le Plugzy a été lancé en septembre 2013, donc vous voyez, ça a à peine 6-9 mois. Donc c'est pour ça que c'est moins connu que nos activités traditionnelles du multimédia par exemple. Et en quoi ça s'intègre dans la stratégie du groupe Toshiba? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Toshiba, c'est bien plus que du multimédia. Un des métiers de Toshiba, c'est lié à l'énergie. C'est un de nos métiers principaux.
météo. Il y a 3 ans, on a intégré une entreprise qui est peut-être pas tellement connue du grand public, qui est pourtant le leader mondial des compteurs intelligents, qui s'appelle Landis+Gyr. Vous savez que cet été, le gouvernement et EDF va finaliser l'appel d'offres sur le Linky, qui est le futur compteur intelligent qui équipera nos foyers, et que donc ça va être une transformation de tout cet aspect-là. Et Pludzi vient se connecter justement en amont de ces compteurs pour aider le consommateur à mieux comprendre sa consommation, essayer de la réduire, mais faire bien plus que ça, gérer son chauffage, gérer sa protection, ses éclairages, etc. Alors, que pensez-vous du fait que l'Internet des objets ne se développera qu'au travers d'une économie servicielle, c'est-à-dire que les produits seront achetés pour l'usage et le service rendu? Alors, que les produits soient achetés pour l'usage, je suis tout à fait d'accord avec ça, puisque s'ils servent à rien, il n'y a pas de raison de les acheter. C'est un principe de base. Maintenant, l'économie servicielle, si vous voulez dire par là que ça va être uniquement un modèle économique basé sur un abonnement, là, je suis moins sûr de la chose. Ça reste à démontrer. Certes, c'est une voie de commercialisation. L'avantage, c'est que le coût d'accès à la technologie est diminué, puisqu'il est enfoui dans l'abonnement que vous payez chaque mois. L'inconvénient, c'est que vous payez chaque mois un coût, et qu'additionner des frais supplémentaires tous les mois, à un moment donné, forcément, les arbres ne grimpent pas au ciel. Il y a des limites à ce qu'on est capable de payer tous les mois. Et donc, je pense qu'il y a également, et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, la grande distribution vend essentiellement des objets. Donc, on est sur une économie d'objets, pas qu'une économie de services. Oui, en même temps, c'est ce qui aujourd'hui fait la valeur ajoutée en fait de tous ces produits. Alors, ce qui fait la valeur ajoutée, c'est effectivement les fonctions supplémentaires et les usages complémentaires qu'on peut faire avec ces objets. Donc, en ce sens-là, si l'économie servicielle, c'est l'économie des usages, certes, il faut qu'ils trouvent leur justification et leur utilité dans les différentes fonctions qu'ils sont amenés à remplir dans la maison, pour son bien-être, pour ses loisirs, pour ses déplacements. Voilà. La semaine dernière, Darty a annoncé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un nouveau service, justement, qui s'appelle le bouton, qui va permettre, donc, sous forme justement d'un bouton que les abonnés auront chez eux, d'accéder directement au service après-vente de Darty, quel que soit finalement le contexte dans lequel le produit se trouve, c'est-à-dire que le produit ait été acheté chez Darty ou pas, que le produit soit garanti ou pas, et quel que soit le constructeur, Darty s'engage du coup à répondre comme ça aux consommateurs. Vous pensez Je pense que c'est une excellente nouvelle. Ça conforte le point que je disais, c'est que l'Internet des objets, c'est pas réservé aux princes de l'Internet. C'est utile pour toutes les industries de services, de commerce, etc. La preuve, Darty l'a fait. C'est également une excellente nouvelle qu'un distributeur innove. On a besoin de l'innovation aussi dans les canaux de commercialisation, qui sont très importants dans l'intermédiation entre les offreurs de ces objets connectés et le grand public qui va visiter les magasins et qui a besoin quand même qu'on lui explique à quoi ça sert, qu'on lui fasse une présentation des différentes possibilités, qu'on l'accompagne, et qu'on l'accompagne également dans son service après-vente. Donc c'est une excellente initiative de Darty qui ouvre de nouvelles voies, et on a besoin de ça. On a besoin de distributeurs dynamiques et qui s'engagent et qui nous accompagnent dans l'innovation et la diffusion de cette innovation. Alors aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qui manque pour que ce marché justement décolle? Alors la distribution s'y met, je pense que c'est déjà un bon point. C'est nouveau, donc je salue des initiatives récentes de Darty et d'autres distributeurs. Voilà, je pense que moi je sens à travers les discussions qu'effectivement nous avons pu avoir au MEDPI il y a quelques semaines, qui est le salon où les offreurs de solutions rencontrent la grande distribution. À Monaco. Et je sens depuis un an un changement d'attitude, et effectivement que les distributions sont en train de réfléchir à comment ils vont pouvoir exposer cette nouvelle catégorie d'objets, parce qu'il y a un an au MEDPI, la question, mais c'est où est-ce que je les mets vos objets?
on n'a pas de place. Donc là, il y a une réflexion sur le merchandising, sur la mise en scène, des explications, et c'est en train d'être fait. Donc je salue cette marche en avant positive. Je crois que c'est un des facteurs pour la diffusion. Il faut aussi que les circuits de distribution accompagnent. Toute grande révolution technologique, c'est accompagné également par des évolutions majeures des circuits de diffusion de ces nouvelles offres. Et là, on est sur un point de bascule et on a besoin que les réseaux de distribution accompagnent et amplifient ce point de bascule. Au-delà de ça, il y a également la standardisation. Alors vous citiez des initiatives des princes de l'Internet. Elles sont tout à fait louables et importantes puisque ce sont des écosystèmes extrêmement puissants. Mais il ne faut pas fermer tout ça. Il faut on ne peut pas imposer à l'ensemble des consommateurs d'avoir le même smartphone dans le monde pour pouvoir piloter tous ces objets. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc il faut à la fois accompagner ça, mais rester ouvert sur d'autres écosystèmes. Et cette standardisation, elle est extrêmement importante au niveau des protocoles de communication sur les plateformes de services. Et on sent qu'il y a beaucoup d'initiatives, comme dans toute innovation, c'est un peu buissonnant. Tout le monde y va avec ses annonces et ses déclarations, mais tout ça est en train d'être coordonné. Et les acteurs ont de plus en plus conscience de la nécessité de coopérer ensemble et de pouvoir être interopérables. Juste un dernier mot sur votre offre Pludzi. Justement, comment on fait pour pouvoir accéder à cette offre? Ça se passe par Internet? Alors, nous avons de nombreux, effectivement, e-commerçants qui proposent cette offre, puisque eux avaient déjà anticipé, ils avaient créé des sections domotique sur leur site. Et puis, d'ici à la rentrée, nous aurons également de nombreux, j'espère, distributeurs physiques qui la relayeront, à la fois des distributeurs spécialistes, multispécialistes, donc qui portent des offres d'électroménager, du multimédia, mais aussi les spécialistes du bricolage. Et puis pour des installations un peu plus complexes, également les professionnels. Il ne faut pas oublier les professionnels de l'installation électrique, du chauffage, parce que dès qu'on veut mettre en place un système un peu plus compliqué, on a besoin d'être accompagné par un professionnel. C'est ça, donc votre cible aujourd'hui, elle est B2B et B2C? Alors nous on appelle ça B2C et B2B2C. D'accord, voilà. B2B2C. Voilà. On va jusqu'au consommateur. Voilà. Ok. Le consommateur est toujours effectivement le point final. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Merci. Alain pour cet éclairage fort intéressant sur les objets connectés. On marque une courte pause, on se retrouve juste après pour parler d'une foule de choses. Alors de la Coupe du Monde au Brésil, qui est une véritable manne pour les marques, ou encore d'adresses confidentielles à découvrir. Restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. On passe à la rubrique WhatsApp. Alors Alain, Olivier, dans Trends, etc., donc le magazine de toutes les tendances, nous avons pris l'habitude, vous l'aurez compris, de décortiquer les dernières tendances et plus particulièrement, je vais y arriver, l'actualité marketing des marques dans notre rubrique WhatsApp. Et alors ce mois-ci, il m'était vraiment impossible de passer à côté du phénomène qui va occuper tous les écrans à partir d'aujourd'hui, de ce soir. Je vais bien évidemment parler de la Coupe du Monde de football au Brésil. Alors dans cette rubrique, nous avons choisi de nous intéresser à ces marques qui ont décidé de surfer sur cet événement pour monter des campagnes de pub ou pour les plus modestes, des opérations marketing pour se rapprocher de leurs consommateurs. Alors on va commencer par l'un des sponsors emblématiques de la FIFA qui est Coca-Cola, qui vient tout juste de dévoiler son nouveau spot de pub et qui se positionne du coup pour la lutte contre l'obésité en prenant l'activité physique. On regarde ça. So be good with goodbyes.
on continue ce tour d'horizon avec une autre grande marque. Cette fois-ci, un équipementier qui s'appelle Nike. Vous avez certainement déjà vu ce spot télé puisqu'il est apparu sur les écrans fin avril. Alors, il réunit les plus grands noms du football international. Je vous propose ici d'en découvrir la version longue. Let's go, boys. Let's do this, yeah? Keeper? Yeah? Whoa. When it stays on. When it stays on, lads? Yeah. If when it stays on, guess I'm Cristiano Ronaldo then. Yeah? Oh, I'm Neymar. You know I try so hard, but I think you don't see me 'cause I'm moving so fast. We call it rock and rolling. My weapon seems useless 'cause you're on to me. You are impossible to beat. You're always great controlling. Oh, 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 it's a listen. Oh, 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 it's a listen. Oh, 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 it's a listen. Gonna do a voodoo dance until you feel my power now. Neymar will never do that. And the crowd goes wild. Son, I've got 50,000 fans screaming my name. But not here. Well, I've got boots that aren't even out yet. Perfectly timed. David Luiz! Você não parece David Luiz. Você tem uma peruca feia. You mean Iniesta? Zlatan thinks that Zlatan should take it. Sono contento di non essere lui. It's a good header, though. Get that! Come on! Come on! Come on! It can't be the hope. To give the penalty. It's Cristiano Ronaldo. But hold on a second. Ma che è questo? He's taken the ball off Cristiano Ronaldo. Voilà pour cette pub de Nike. Vous, Alain, chez Toshiba, vous surfez sur cet événement-là, sur la Coupe du Monde? Pas cette fois-ci, mais Toshiba a été sponsor de la Coupe du Monde en 2002, oui. 2006 de mémoire. Oui, qui avait lieu où? Je ne suis pas du tout une férue de football. En Allemagne, une fois. D'accord.
Et du coup, c'était quoi? Et au Japon, non, voilà, je suis pas. Voilà. C'est pas non plus un féru de foot. Pas féru. Et c'était quoi? C'était des spots de pub ou des opérations? Non, c'est sponsor officiel. Carrément sponsor officiel. Absolument. D'accord. Alors, on va passer à des budgets plus modestes. Si certains, voilà, comme Nike ou Coca, ont les moyens de développer des spots de pub, d'autres, au budget, je vous le disais, plus réduit, rivalisent d'ingéniosité pour monter des opérations marketing opportunistes pour se faire connaître. Alors c'est le cas de ces toute nouvelle marque d'eau de coco. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, que l'on commence à voir apparaître en rayon et qui font le buzz notamment dans les magazines féminins. C'est le cas de Vai Vai, la première eau de coco lancée en France par deux copains en 2010. Bien que celle-ci soit originaire des cocotiers philippins, la marque a décidé de jouer les opportunistes en confrontant ses points communs avec le Brésil. Comme son nom l'indique, Vai Vai qui signifie vas-y en portugais, et le fait que l'eau de coco est une boisson couramment utilisée par les Brésiliens, voilà, la marque a décidé de surfer là-dessus. On découvre justement l'offre de cette marque au travers de quelques images. Elle a soif, très soif. Vai Vai, l'eau de coco 100% naturelle. Vai Vai. C'est ça, cette eau de coco Vai Vai. Alors, on termine en beauté, c'est le cas de le dire, avec l'association de la beauty box Birchbox et de la maintenant célèbre marque de bracelets brésilien Ipanema. Alors, souvenez-vous, si vous aviez regardé l'émission du mois dernier, Quentin Vacher, le DG France de Birchbox, était venu nous en parler dans le dossier du mois consacré aux box par abonnement. En juin, donc, il y a une box aux couleurs du Brésil va être proposée aux abonnés du site. Alors je vous la présente. Elle est remplie du coup de produits. Alors voilà ce que vous la voyez bien. Voilà. Elle est proposée donc aux abonnés du site aux couleurs du coup du Brésil. Elle est remplie de produits brésiliens. Donc on y retrouve la fameuse eau de coco Vai Vai, je ne sais pas si vous... Voilà, dont on vient de parler, mais aussi des cosmétiques et le fameux bracelet brésilien Ipanema qui est maintenant connu par toutes les fashionistas. Donc voilà une idée d'opération marketing que Birchbox propose. Alors, la box sera proposée à seulement 49 €, puisque la seule valeur du bracelet tourne autour de 70 €. On va marquer une courte pause et on se retrouve pour découvrir ensemble un restaurant bucolique, un véritable havre de paix aux portes de Paris. Et on se retrouve avec Olivier Glasberg, notre dernier invité, pour découvrir un nouveau site de voyage au concept étonnant. À tout de suite. Alors Alain, Olivier, je vous propose à la veille des vacances d'aller faire un petit tour donc du côté de l'île de la Jatte en bordure de Seine, très exactement à Neuilly-sur-Seine. Je ne sais pas si vous connaissez cette adresse. Oui. C'est un restaurant qui existe depuis de nombreuses années et qui vient tout juste d'être repris avec un nouveau concept. Donc c'est un restaurant qui porte bien son nom puisqu'il s'appelle donc Les Pieds dans l'eau et qu'il se situe vraiment au bord de la Seine avec une charmante terrasse. Nous sommes allés rencontrer cette semaine Jean-Manuel Cogis, le maître des lieux, et Bastien Simon, vous allez voir, le tout jeune chef des Pieds dans l'eau, pour qu'il nous explique en quelques mots ce lieu magique. On les écoute. Les Pieds dans l'eau, c'est une adresse au bord de la Seine à Neuilly, un lieu plein d'histoire qui renaît grâce à Jean-Manuel Cogis qui a décidé de reprendre cette guinguette et de la réinventer. Je ne connaissais rien à la restauration quand je suis arrivé ici et je suis tout simplement tombé amoureux de l'endroit. On a un endroit qui est fait comme une maison, qui est où il y a différentes salles et ça a été un vrai coup de cœur. Après, c'était de transformer cet endroit où il n'y avait pas eu de travaux depuis à peu près une trentaine d'années
et de le rendre sympathique, bucolique. On a un peu toutes les ambiances et c'est un restaurant où évidemment il faut avoir de la bonne nourriture. Donc ça, je crois qu'on en parlera après. Et une ambiance. C'est un restaurant d'ambiance. Je dirais que ça va un peu plus loin que le restaurant classique, puisque il y a cette ambiance, il y a des bonnes ondes, on s'y sent bien, on s'y sent comme à la maison. Alors le chef, je vais dire un mot sur le chef, parce que c'est un risque. C'est un jeune chef, il a 20 ans. Je crois que c'est assez rare. Pour vous raconter l'anecdote, parce qu'elle est assez drôle, je l'engage comme second. Et la dernière question que je lui pose, je lui dis mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et là il me regarde droit dans les yeux et me dit je veux être le plus jeune chef étoilé. Je lui dis toi, tu vas pas être second, je t'engage comme numéro 1, tu as 3 semaines pour me prouver que tu es numéro 1. Et 3 semaines après il était chef, il a rajeuni toute la cuisine, il y a une ambiance de folie, il m'a posé la question en cuisine, est-ce que je peux mettre de la musique? Je lui dis bah évidemment, et il écoute du Supertramp en faisant la cuisine, c'est génial. Du haut de mes 20 ans, c'est un peu compliqué de montrer mon autorité, surtout que je travaille avec uniquement des cuisiniers qui sont plus âgés que moi, donc qui sont pas forcément plus expérimentés parce que j'ai commencé la cuisine très jeune, mais plus vieux, et forcément ça a été un peu compliqué au début, mais à force avec le temps et en s'y prenant correctement, ça s'est bien passé, quoi. Dans ma famille, on est cuisinier de père en fils. Mon grand-père était un grand pâtissier, du coup j'ai commencé assez jeune. Après j'ai commencé l'école à 13 ans et donc j'ai fait plusieurs années d'expérience. À 20 ans, j'ai déjà 7 ans d'expérience, quoi. Je mets vraiment un poids d'honneur à retravailler les recettes et les techniques que j'ai apprises plus jeune, tout en mettant ma touche personnelle, c'est-à-dire que je fais que des créations. J'ai jamais pris une recette à un chef pour la copier, mais je pars d'idées et je les retravaille, que des produits frais, que des produits de saison, je change de carte à chaque saison. Comme ça me permet aussi de maîtriser les coûts et de proposer aux clients de la très bonne qualité. Voilà, c'est souvent des mélanges de saveurs un peu originales, comme un carpaccio de Saint-Jacques avec une vinaigrette à la passion, un tartare de bar aux agrumes, et ça marche plutôt pas mal. Donc là, on va avoir un petit tartare de thon au lait de coco, je pense qu'il pourra être plutôt pas mal. Et puis on va retravailler le tataki de saumon en aller-retour avec du sésame. Donc ça aussi, ça peut être très sympa. Pour découvrir la cuisine originale et raffinée de Bastien Simon, rendez-vous sur l'île de la Jatte à Neuilly-sur-Seine, au pied dans l'eau. Voilà, alors comme nous l'expliquait Jean-Manuel Cogis qui veille sur les pieds dans l'eau, l'important c'est vraiment qu'on se sente bien dans cet endroit qui est vraiment chaleureux. On s'y sent un petit peu comme à la maison. Vous avez pu voir au travers des images que la déco est faite d'objets de marine ou d'aviation, tous chinés. On a une superbe cheminée, vraiment tout est chaleureux. Et pour cet été, alors malheureusement quand on est allé tourner ces quelques images, c'était le déluge. Mais vous pouvez y retrouver une terrasse arborée donc en bord de Seine qui donne vraiment l'impression d'être à la campagne. Vous connaissez, c'est plutôt sympa. Donc là, il y a une proposition de déjeuner, mais aussi d'apéro festif le vendredi soir. Donc pour un petit duo en amoureux ou de grandes tablées, ou encore pour aller voir les prochains matchs de foot, puisqu'une télé va être installée dans un petit coin, on se refait pas. Les pieds dans l'eau, c'est vraiment une adresse conviviale pour découvrir ou redécouvrir l'esprit guinguette. Donc ça se trouve au 39 boulevard du Parc à Neuilly-sur-Seine. La formule déjeuner tourne autour des 24 €, celle du dîner autour des 30. Et vous pouvez avoir tous les renseignements sur le site internet donc, du restaurant www.lespieddansleau-restaurant.fr. On marque une courte pause et on se retrouve donc avec vous, Olivier, pour découvrir la nouvelle marque que vous avez lancée chez Succès Voyage. Je vais parler du voyage au fur et à mesure. À tout de suite. Alors pour cette dernière émission avant les vacances d'été, j'avais envie un petit peu de parler de voyage et donc on va s'intéresser à vous, Olivier Glasberg, maintenant avec donc votre site internet voyageaufur-et-à-mesure.com que vous avez récemment développé au sein de Succès Voyage. Alors expliquez-nous simplement en quoi consiste ce nouveau site internet. Alors en quoi
en quoi consiste ce nouveau site internet, Mélanie? Eh bien, on s'est aperçu au sein de Succès Voyage que, à force de vendre des voyages sur mesure, qu'on ne prenait pas forcément assez en compte les vraies raisons pour lesquelles les clients partaient en vacances ou choisissaient de partir en vacances. Donc à partir de là, on a imaginé une nouvelle approche. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est très facile de réserver un billet d'avion, très facile de réserver une chambre d'hôtel. Maintenant, à destination, parfois, il peut y avoir de jolies émotions, mais il peut y avoir aussi des grosses déceptions. On le voit sur les sites d'avis, où on voit parfois des réactions un peu négatives par rapport à un choix de prestation. Donc on s'est dit, nous, il faut peut-être qu'on réinvente quelque chose et qu'on prenne vraiment en compte ce pourquoi le client veut voyager. Donc à partir de là, on s'est dit, c'est pourquoi il veut voyager et avec qui il va voyager. Donc on oublie complètement la notion de destination et d'hébergement, qui est un critère secondaire ou qu'on met quasiment à la fin. L'important, c'est pourquoi on va voyager. C'est ça. Alors, ce qui est très intéressant dans votre offre, et c'est ce qui m'a séduit, et c'est pour ça que j'ai voulu vous rencontrer, c'est que vous bousculez complètement les codes du voyagiste traditionnel. Très concrètement, lorsqu'on arrive sur votre site internet, alors il n'y a aucune carte du monde, aucune destination préétablie, mais alors de jolies photos en noir et blanc qui évoquent alors les différentes clés d'entrée que vous avez dont vous avez commencé à nous parler, à savoir par exemple couple avec enfants, famille multigénération, du temps pour nous deux. Voilà, on découvre ensemble la première page du site, rendre les enfants heureux, vivre intensément, bousculer ses repères. Alors derrière ces thématiques, qu'est-ce qui se cache quand même comme voyage? Comment ça se passe? Alors effectivement, Mélanie, vous avez raison quand vous dites que on ne voit pas de carte. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Si vous allez un petit peu plus loin dans le site, il y a quand même il y a quand même la destination qui au final on essaye de situer, mais effectivement, c'était absolument pas notre choix. Notre choix était de créer des scénarios, des scénarii pour des clients à partir de thématiques qui sont effectivement complètement différentes d'une approche géographique. Alors vous en avez cité quelques-unes, comme du temps pour nous deux, réunis enfin, bousculer ses repères, recoller les morceaux, enfin avoir des moments de partage avec ses enfants ou vivre intensément des moments pendant les vacances. Et une fois qu'on a répondu à cette question, après, effectivement, il faut se poser la question avec qui on va voyager pour partager tous ces moments de vie. En fait. Alors, par exemple, je sais qu'il y a dans votre offre, notamment dans la rubrique, on va dire, rendre les enfants heureux, il y a un voyage en Écosse qui est proposé. Expliquez-nous un petit peu... Effectivement, il y a un voyage en Écosse, et là on va un petit peu rejoindre le monde connecté, pas autant connecté, mais enfin en tout cas on s'est aperçu que pour se fabriquer de vrais souvenirs avec ses enfants, pour avoir des moments de partage importants, sur des voyages itinérants en voiture, un petit peu partout en Europe ou dans le monde, on s'est souvent aperçu que les enfants étaient plutôt à l'arrière de la voiture en train de jouer sur leurs appareils et s'ennuyer un petit peu. Alors on a voulu rendre ce voyage beaucoup plus interactif. Et dans ce type de voyage, rendre les enfants heureux, ou votre mission, si vous l'acceptez, ce sont les enfants qui dirigent la manœuvre, en fait. Donc, il y a une base de départ qui est un billet d'avion, des chambres d'hôtel et une location de voiture. Mais le contenu du voyage, lui, c'est les enfants qui vont le faire au fur et à mesure. On va fournir une tablette à nos clients voyageurs. Et chaque jour, sur cette tablette, il faudra répondre à des questions. Et c'est la réponse à ces questions qui va permettre de fixer l'itinéraire. On sait qu'on doit aller d'un point A à un point B, mais est-ce qu'on y va sur une ligne droite ou est-ce qu'on y va en passant par différentes visites, différents musées, différents sites, différents restaurants? Et là, c'est en répondant à ces questions qu'on va être obligé de... Et donc les enfants vont participer très activement au voyage. Alors, il y a aussi couple avec enfants ou voyage en groupe, voire comment bousculer ses repères. Alors, on peut
peut aller plonger avec les requins, c'est ça, ou encore aller plonger sous des fjords. Effectivement, on peut plonger avec les requins, plonger sous des fjords ou des choses beaucoup plus simples. En fait, quand nos clients nous appellent aujourd'hui, on essaye de comprendre vraiment pourquoi ils veulent voyager. Donc on leur pose des questions, parfois indiscrètes. Hein, on leur dit, voilà, si vous voulez qu'on vous réinterprète vos vacances par rapport à différents scénarios qu'on a, nous, imaginés, que vous avez sur notre site Voyage au fur et à mesure, on a besoin de vous connaître mieux. Et pour vous connaître mieux, on va vous poser des questions qui peuvent être indiscrètes, ou par exemple, quand il s'agit d'un couple, essayer de savoir quels ont été les moments marquants de votre vie, que l'on pourrait peut-être réinterpréter à l'occasion de ce voyage, quand c'est un voyage sur une thématique qui s'appelle surprendre l'autre ou recoller les morceaux, hein. Donc là, on n'a pas le droit à l'erreur, donc on a besoin de poser des questions très très pointues. Et une fois qu'on a déterminé le fil rouge du voyage, quelle est la raison principale pour laquelle ce couple, par exemple, va partir en voyage, eh bien, on croise ça avec une base de données que nous avons. Vous savez, aujourd'hui, quand vous faites un guide touristique, vous avez des bases de données sur les sites, les restaurants, les hôtels, avec une classification particulière. Nous, on y ajoute le côté émotionnel. Et c'est toute la différence. Et ce côté émotionnel est croisé avec une longue expérience de terrain de différents collaborateurs et collaboratrices de Succès Voyage. Et quand le scénario est complexe, on va même jusqu'à se réunir pour essayer de trouver quelle va être la meilleure solution pour écrire le meilleur scénario pour le client. Et à partir de là, eh bien, on lui concocte vraiment le voyage qui correspond à ses besoins du moment. Donc du coup, on parle là vraiment de voyage personnalisé et, comme votre nom l'indique, sur mesure. Voilà, alors je dirais que c'est bien au-delà du sur mesure. C'est effectivement personnalisé, c'est sur mesure, c'est ce qui fait notre différence avec nos confrères et c'est ce qui fait notre côté novateur, c'est qu'on va au-delà du sur mesure parce qu'on est au fur et à mesure de la vie des clients, puisqu'on ne voyage pas de la même façon quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ou 50 ans et plus. On ne voyage pas de la même façon avec ses enfants ou sans, ou quand on est divorcé ou pas, ou quand ça va mal dans le couple, ou quand les enfants sont d'étudiants, quittent le nid familial et qu'on a besoin de réapprendre à vivre à deux. Enfin, les raisons pour partir en vacances sont complètement différentes. Donc, à partir de là, c'est au-delà du sur-mesure, et on va même plus loin parce que c'est au fur et à mesure de la vie, mais aussi au fur et à mesure du voyage, puisqu'on est même allé jusqu'à imaginer qu'un voyage sur mesure, aussi bien concocté soit-il, une fois sur place, à un moment, on a envie de se dire, voilà, on est dans un bel endroit, on a vraiment envie d'y rester. Malheureusement, il faut que demain matin, notre guide vienne nous chercher à 8 heures. Eh bien, nous, on propose aux clients de pouvoir avoir une flexibilité maximum, sans frais, et d'adapter son voyage au fur et à mesure de son voyage. D'où notre nom, le nom de notre collection qui est au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Alors, vos voyages sont positionnés plutôt comme des voyages haut de gamme, voire plutôt luxueux. La personnalisation, a quand même un prix. Est-ce à dire que le voyage haut de gamme se porte mieux aujourd'hui que le voyage classique ? Alors, effectivement, haut de gamme, oui, parce que Succès Voyage a toujours été un voyagiste et un plateau d'affaires plutôt orienté haut de gamme. Donc, effectivement, lancer une nouvelle collection allait de soi que l'on continue sur cette stratégie et sur ce positionnement, en tout cas. Maintenant, il y a tous les prix. Quand vous adaptez un voyage à un client, on vend aussi des voyages en France, on vend des voyages en Europe. Donc, justement, les budgets sont... Oui, les fourchettes de prix, vous avez des voyages qui peuvent On peut commencer un petit peu moins, peut-être de 1 000 € par personne, et puis après, il n'y a plus de limite. Quand vous allez plonger sous les glaces ou que vous allez plonger avec des requins, effectivement, il y a des coûts de prestations qui sont un petit peu plus onéreux que se réunir en famille dans un bel endroit sur lequel on va adapter tout un scénario en France, par exemple. Justement, alors du coup, à quelle cible vous vous adressez là aujourd'hui ? On s'adresse d'abord à des clients qui ne veulent pas voyager bêtement, je dirais, et qui veulent vraiment réussir leurs vacances. Donc ça peut être des clients qui ont des budgets moyens comme des très gros budgets. On ne se concentre pas que sur les gros budgets. On peut répondre à toutes les demandes. Tout dépend du lieu. Il faut juste adapter le voyage aux raisons pour lesquelles
le client voyageur va vouloir partir. Alors, est-ce que vous avez eu des demandes un peu extraordinaires? Est-ce que, justement, du fait de proposer cette adaptation à des contextes plutôt particuliers, est-ce que, justement, vous avez eu ce genre de demandes? Eh bien, extraordinaire, c'est peut-être pas le mot, mais je dirais plutôt surprenant dans l'approche. C'est-à-dire qu'on s'attend... On avait l'intention de poser des questions indiscrètes aux clients une fois que nous l'avons en face à face ou par téléphone, mais on ne s'attendait pas vraiment à ce que le client se dévoile déjà une fois qu'il est allé sur notre site par rapport à ses intentions de voyage. Et vous avez des clients qui nous expriment parfois leur mal-être ou qui vraiment demandent un voyage parce qu'ils sont à un moment précis de leur vie où ça va pas bien, où ils ont besoin de briser la routine, de bousculer leurs repères ou de sauver quelque chose. Et c'est plutôt là le côté surprenant. Alors, effectivement, à partir de là, on peut imaginer un couple qui a besoin qui est happé par la vie quotidienne, qui a besoin de se retrouver à deux, et c'est l'occasion d'un anniversaire quelconque. Et à partir de là, si on réécrit l'histoire avec ce couple, enfin avec un des deux, parce qu'on peut être dans un cas où l'un des deux va surprendre l'autre, et on va offrir une chanson, un repas, un moment de vie important. On va mettre les moyens en œuvre pour écrire le scénario. Donc là, oui, ça peut devenir extraordinaire. Après, effectivement, ça peut être une question de budget aussi. Combien de temps il faut s'y prendre combien de temps à l'avance pour organiser un voyage comme ça, justement un peu surprenant? Il n'y a pas de date. On peut faire ça à la dernière minute et à ce moment-là, on mobilise plus nos équipes. Maintenant, effectivement, si on s'y prend au moins un mois à l'avance, c'est quand même, et plus, c'est quand même mieux. Et plus le voyage est complexe, plus il faut s'y prendre à l'avance. Alors pour vous contacter, donc le site internet www.voyageaufur-et-à-mesure.com ou www.succès-voyage aussi, et on arrive sur la collection Voyage au fur et à mesure. Voilà. Et alors ensuite, comment ça se passe avec vos clients? Vous les rencontrez physiquement? Ça se passe par téléphone? Est-ce que vous avez des antennes du coup physiques, des agences? Oui, alors on a donc d'abord on rencontre, indirectement on rencontre les clients d'abord par internet, ensuite par téléphone. Et puis si le client veut une certaine réassurance ou a besoin de nous rencontrer, donc on fait un face-à-face, et donc on a des bureaux qui sont installés rue de Courcelles dans le 17e à Paris. Il n'y a pas de vitrine, on reçoit sur rendez-vous majoritairement, et à partir de là, on peut aller encore plus loin que par le téléphone ou que par des échanges de courriel. Donc là, pour préparer les vacances d'été, il est encore temps? Oui, il est encore temps. C'est même pas que les vacances d'été, même pour un départ la semaine prochaine, il est encore temps. Ouais. Et là, pour cet été, vous avez concocté quelques scénarios adaptés à la période estivale. Oui, il y a de beaux scénarios autour de la Grèce, de l'Italie du Sud, mais aussi sur les États-Unis, qui est une destination qui revient à la mode, où là, on a des programmes pour des enfants qui veulent vivre une vie de cow-boy ou qui ont toujours rêvé d'aller dans un ranch, ou tout simplement à New York pour les ados, quand il faut aller déguster la meilleure pizza ou la plus grosse pizza ou le meilleur hamburger, ou d'aller faire un cours de boxe personnalisé à Brooklyn, ou d'aller rencontrer les Mets, qui est une des équipes de baseball de New York. Donc on adapte vraiment le voyage pour une famille avec des ados, par exemple. Alors, vous avez déjà booké vos vacances pour cet été? Non, pas encore. J'écoute avec attention. Absolument. Écoutez, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, Olivier Glasberg, pour toutes ces précisions sur votre site. Donc, je rappelle l'adresse du site internet www.voyageaufur-et-à-mesure.com. On y accède aussi donc par le site de Succès Voyage. Tout à fait. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Merci Mélanie de m'avoir invité et d'avoir permis de développer cette nouvelle approche. Avec plaisir, et merci à vous, Alain. Merci pour cette expertise sur les objets connectés. Nous, c'est déjà fini pour Trans, etc. N'hésitez pas à regarder l'émission en replay et sur le site de la chaîne watch.tv, et à télécharger l'émission en podcast sur iTunes. On se retrouve à la rentrée au mois de septembre en direct pour de nouvelles infos tendances et de nouvelles adresses. D'ici là, restez connectés. Je vous souhaite de bonnes vacances. Bye.